Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le président de la République Alassane Ouattara est rentré de Paris où il a pris part hier mardi à la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Il a été accueilli à l'aéroport par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. En mission de sensibilisation des réfugiés ivoiriens au Libéria, une délégation du gouvernement et du HCR a rencontré les pensionnaires du camp Petit-Pi hier mardi. Les échanges ont porté sur les conditions de leur retour. Autre titre de cette édition, au Kenya, 8 personnes, 4 enfants et 4 policiers ont été tués. Plusieurs personnes ont été blessées hier mardi par l'explosion d'un engin piégé au passage de leur véhicule dans l'est du pays. Nous commençons par cette information. Un conseil des ministres se tient ce mercredi 28 juin au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Au menu, le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Il y aura des mesures générales, des projets de décret et des communications. Nous vous le disions dans nos titres, le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré de Paris où il a pris part hier mardi à la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Il a été accueilli à l'aéroport par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly et des membres du gouvernement ivoirien. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, justement, a été remis hier mardi au siège de l'UNESCO à Paris, en présence du président de la République, nous vous le disions à l'instant, Alassane Ouattara, et du président du PDCI RDA, Emery Konan Bédié d'Abdou Diouf, parrain du prix, de la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, et de plusieurs autres personnalités. Et ce prix a été décerné cette année à l'ex-maire de la ville de Lampedusa, Giussi Nicolini, et à l'organisation non gouvernementale SOS Méditerranée pour leurs efforts fournis en sauvant la vie des réfugiés et des migrants. Jérôme Kofi Aboulin. Pour le siège mondial de la culture, à savoir l'UNESCO, quoi de plus normal que d'entamer cette cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix par une action culturelle à travers cette chanson d'Emma Chaplin. Toute chose comme pour soutenir la grande émotion des récipiendaires au moment de la réception de leur prix. Et c'est donc l'occasion pour la représentante de l'ONG SOS Méditerranée, l'une des lauréates avec l'ancienne maire de Lampedusa, Giussi Nicolini, d'exprimer sa gratitude en indiquant que cette récompense constitue un encouragement à toujours redoubler d'ardeur pour aider des personnes en détresse. Cette distinction nous encourage et nous aidera concrètement à poursuivre notre mission vitale. Sauver, protéger et témoigner tant que cela sera nécessaire jusqu'à ce que la Méditerranée redevienne un espace d'échange et de paix. Avant l'attribution des prix à leurs destinataires, plusieurs personnalités se sont succédées pour des allocutions en vue des félicitations et encouragements à l'égard des récipiendaires. Le président Henri Konan Bédié, protecteur du prix, le faisant à saluer la présence constante du président de la République Alassane Ouattara à cette cérémonie avant de traduire le sens de ce prix conformément à la volonté de feu le président Félix Houphouët-Boigny pour la promotion de la paix. Monsieur le Président, votre présence constante à nos côtés témoigne de votre engagement résolu en faveur de la paix, la sécurité et le bonheur des populations ivoiriennes. Le choix des récipiendaires de l'édition 2017 du prix Félix Houphouët-Boigny se veut un exemple. Il nous rappelle qu'il ne faut rien oublier de nos valeurs de solidarité, du respect de la vie et des droits de l'homme. Elles sont inscrites dans le passé et se perpétuent dans le présent pour nourrir le futur d'une sève insatiable de paix. C'est pourquoi la référence au président Félix Houphouët-Boigny, infatigable apôtre de la paix, ne saurait être un simple rappel à l'enjeu même de cette cérémonie qui nous rassemble. C'est dans ce sanctuaire
qui incarne la sauvegarde du patrimoine mondial de l'humanité, qu'a été instauré en 1989 le prix qui porte son nom. Il nous revient alors de le protéger, ce patrimoine de sauvegarde universelle, dont il est un socle sacré de rayonnement au service de la paix. Chacun de nous, dans son fort intérieur, a pour devoir de deviner l'horizon et de chercher à s'interroger sur les périls aux facettes nouvelles dans la construction de la paix. Le président Alassane Ouattara a lui aussi rappelé la mémoire du premier président ivoirien, source intarissable d'inspiration pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Je félicite les membres du jury pour la pertinence du choix porté sur les lauréats de cette année 2017, à savoir Mme Giuseppina Maria Nicolini, ancienne maire de Lampedusa et de Linosa, ainsi que les mouvements européens SOS Méditerranée, deux symboles d'engagement fidèles à l'esprit du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a ensuite insisté sur le rôle que doivent jouer des décideurs face à la question migratoire. Le défi que constituent les flux migratoires non régulés nous interpelle tous et appelle à davantage de solidarité. Comme je l'ai souligné récemment devant le Parlement européen à Strasbourg, la gestion de la crise migratoire nécessite un engagement de tous les instants, aussi bien des pays de départ, des pays de transit que des pays d'accueil. À cet égard, il importe notamment pour les pays africains d'agir dans la durée et sur l'ensemble des facteurs à l'origine des flux migratoires, notamment, il faut le dire, les conflits, la pauvreté, le chômage, le changement climatique, mais aussi le déficit de liberté et de démocratie dans de nombreux pays. Les pays d'accueil doivent aussi mettre en œuvre, en concertation avec les pays de départ, des mécanismes de gestion des flux migratoires qui tiennent compte du respect de la dignité humaine et des valeurs de solidarité. Il a enfin saisi l'occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué à l'admission de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'ONU. Malgré les crises que la Côte d'Ivoire a traversées, mon pays a toujours su préserver sa tradition d'hospitalité, de solidarité et de paix, chère au président Félix Houphouët-Boigny. C'est dire que l'immigration n'est pas une fatalité. Les efforts de la Côte d'Ivoire, reconnus par la communauté internationale, ont valu à mon pays d'être élu au Conseil de sécurité des Nations Unies au début de ce mois. Je voudrais donc profiter de cette tribune pour remercier tous les États membres des Nations Unies pour le soutien qu'ils nous ont apporté à l'occasion de cette élection. C'est dans un esprit d'ouverture et de coopération que la Côte d'Ivoire exercera son mandat au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019 à compter du 1er janvier 2018. En recevant ce prix pour l'édition 2017, l'ancienne maire de Lampedusa, Giusi Nicolini, et l'ONG SOS Méditerranée succèdent à l'ancien président français François Hollande, primé pour son rôle déterminant dans la crise malienne. Comme lui, ces deux lauréates ont chacune reçu une enveloppe, un diplôme et une médaille. Jérôme Kofi Aboulé était notre envoyé spécial en France. Allons tout de suite au deuxième grand titre de cette édition. En mission de sensibilisation des réfugiés ivoiriens au Libéria, une délégation du gouvernement et du HEC a rencontré les pensionnaires du camp Petit-Pi. C'était hier mardi. Les échanges ont porté sur les conditions de leur retour. Alexis Ouedraogo. Camp de réfugiés Petit-Pi dans le comté du Grand Gédé au Libéria.
Ce mardi, il y a de la mobilisation. La mission du gouvernement ivoirien est en visite. Les réfugiés du camp hâtent le pas pour les écouter. J'ai mes frères ivoiriens qui sont arrivés et donc je vais les écouter. Vous êtes venus là, c'est très important. Vous êtes venus, c'est très important. Ça peut nous faire changer d'avis. Le siège du HCR refuse déjà du monde. Les populations sont attentives au message. Tu penses que les gens armés sont toujours dans ton village? Tu penses que l'insécurité est toujours dans ton village? Parce que c'est l'image que tu avais lorsque tu es sorti. La situation a changé. La paix est revenue, la sécurité est revenue. Fin juin 2016, une enquête a été menée par le HCR auprès de 2802 ménages. Il apparaît qu'en dehors du traumatisme lié à la crise, les principales raisons évoquées par ceux qui ne souhaitent pas être rapatriés sont la sécurité et l'accès aux biens entre autres. Tour à tour, préfets, représentants des ministères de l'Éducation, de la Défense et de l'Emploi expliquent les dispositions prises par l'État pour garantir le retour au pays. Sur 1752 dossiers que nous avons reçus, nous avons libéré 1225 maisons. Et on est en liaison avec les préfets, tous les préfets. Pour le HCR, le temps n'est plus à traîner les pas. Il faut que les réfugiés saisissent la main tendue. Je n'ai pas pris la parole pour demander aux réfugiés de rentrer dans leur pays d'origine si je n'avais pas l'assurance que la situation dans le pays d'origine va s'être normalisée. Des propos salués par la communauté. Il n'y a pas de mot d'ordre à donner ici. Juste vous dire d'aller écouter et surtout d'exprimer ce que vous avez comme problème pour pouvoir rentrer. Ici n'est pas chez nous. La séance a pris fin avec des ateliers entre réfugiés et représentants de l'État et une photo de famille dans la bonne humeur. Autre information, le commissaire du gouvernement, le colonel Ange Kessi Kwame, a fait le point des activités du tribunal militaire d'Abidjan depuis le début de l'année. Au nombre des 124 dossiers impliquant près de 800 policiers et gendarmes, le procureur militaire a annoncé l'ouverture de poursuites pour fait d'homicide volontaire de 6 gendarmes de la brigade de gendarmerie d'Ara dans l'assassinat de 6 agents de service de pompes funèbres en mission. Abou Sanogo, reportage. 6 personnes identifiées comme employées d'une société de pompes funèbres en mission ont été abattues à Ara par des gendarmes de la brigade de la ville qui les ont prises pour des gangsters venant d'opérer un vol à main armée au préjudice d'un commerçant. L'enquête ouverte à cet effet par le tribunal militaire d'Abidjan est à présent terminée. Les gendarmes en cause, au nombre de 6, ont été arrêtés, déférés devant le commissaire du gouvernement et écroués à la maison d'arrêt militaire. Ils répondront des faits d'homicide volontaire et de violation de consignes. La conclusion, je crois que c'est le tribunal qui va le tirer. Mais une chose est certaine, c'est que, et ça je le déclare, les gendarmes n'étaient pas du tout en légitime défense. Pour être en légitime défense, il faut rencontrer une résistance armée. Les personnes n'étaient pas armées. Le procureur militaire met donc en garde l'ensemble des militaires, gendarmes et policiers. Il faut que nos forces de l'ordre sachent que leur rôle, ce n'est pas de tuer les bandits. On l'arrête pour être jugé conformément à la loi. C'est lorsque vous êtes en état de légitime défense. Et ça, l'état de légitime défense est bien cadré. La légitime défense est face à face. Dès lors que vous tirez quelqu'un dans le dos, vous n'êtes plus en légitime défense. Autre sujet abordé, la bavure policière à Abobo qui a fait un mort. Le sergent-chef de police en cause a été mis aux arrêts et son dossier est en cours. Au total, 800 personnes seront devant le tribunal militaire d'Abidjan à partir de jeudi prochain, et ce jusqu'en décembre pour 124 dossiers concernant entre autres des faits de racket, d'escroquerie, de vol, de violence entre forces de l'ordre et la population et d'attaques de brigades de gendarmerie. Abou Sanogo, dans le cadre de la prévention des feux hydrocarbures, la société ivoirienne de raffinage aussi a organisé un exercice incendie. Objectif, tester le dispositif de l'entreprise dans la lutte contre les incendies. Chris Diomandé, Patricia Omouetia. Vridi, il est 9h. Une fuite enflammée de gaz butane a provoqué un incendie. Un véhicule à proximité avec à bord 4 passagers croise le nuage de gaz et s'enflamme. Les détecteurs d'incendie se déclenchent.
Le poste de commandement est en alerte. 9h50, les sapeurs-pompiers, la police, la gendarmerie, le SAMU et d'autres entreprises de secours arrivent sur le lieu de l'incendie. Nous sommes à la Société ivoirienne de raffinage. Ceci est une simulation pour tester le dispositif sécuritaire de l'entreprise. On a enregistré au niveau de notre sphère S3 une fuite de butane. Donc cette fuite de butane a dérivé jusqu'au boulevard de Vridi où le nuage de butane qui a été formé a été enflammé, a été allumé par un taxi. Donc le feu évidemment s'est propagé jusqu'à la raffinerie, à la sphère S3, enflammant au passage un camion citerne qui était stationné le long du boulevard de Vridi. L'objectif de cet exercice est bien d'entraîner nos équipes et au-delà d'entraîner également la collaboration entre nos équipes et les renforts extérieurs, notamment le groupement des sapeurs-pompiers militaires, le SAMU, la police, la gendarmerie, ainsi que tous les partenaires et acteurs dans la zone portuaire, de les entraîner à intervenir, à développer les réflexes, de sorte que lorsqu'on est en situation réelle, ce qu'on ne souhaite pas, en situation réelle d'incendie, ces acteurs puissent intervenir efficacement et limiter les dégâts. Cet exercice de simulation a pour thème « Fuite enflammée de gaz suivie d'une détonation ». Cette 31e édition a permis de regrouper plus de 200 intervenants composés de militaires, paramilitaires et de civils. Journée porte ouverte à l'école d'architecture d'Abidjan. On en parle maintenant avec Serge Collier. Objectif, faire connaître davantage le métier d'architecte. Une soixantaine d'étudiants constituent la première promotion de l'école d'architecture d'Abidjan. Sous la houlette du Conseil national de l'Ordre des architectes, ces candidats au métier d'architecte sont appelés à être des concepteurs et des bâtisseurs de la société de demain. Il s'agit pour la présidente Yolanda Doucouré de leur assurer une formation de qualité. Un autre défi est de leur permettre de s'adapter aux exigences actuelles du secteur. C'est pourquoi l'Ordre des architectes noue des partenariats avec des professionnels du secteur du bâtiment et de la construction en vue de promouvoir la construction durable. Cette convention, qui vient d'être signée avec un groupe privé de la place, est dotée d'une bourse de stage et de perfectionnement. Pour nous, leur permettre d'avoir une expérience avec les meilleurs architectes qui soient, d'avoir une expérience éventuellement internationale, concrète, à participer à des projets ambitieux, c'est notre contribution à leur développement pour faire d'eux les piliers du développement de l'architecture en Côte d'Ivoire demain. Pour nous, architectes futurs, c'est vraiment une chance de pouvoir développer des projets grâce à des matériaux de qualité tout en respectant l'environnement, la société, mais aussi le développement économique des populations. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que celui de la construction et de l'urbanisme apportent leur soutien à ces jeunes architectes. Serge Collier, l'État ivoirien prévoit la construction de 200 collèges de proximité dans le cadre de la deuxième phase du CD2, contrat de désendettement et de développement. Toutes les régions vont en bénéficier, dont le lot Djiboa qui va abriter 10 collèges de proximité. L'objectif est d'améliorer le taux de scolarisation dans la région. Une mission du CD2 a échangé avec les cadres et parents d'élèves du lot Djiboa. Les explications de Kraskando. L'acte 2 du CE2D, contrat de désendettement et de développement, est en marche. Cette deuxième phase prévoit la construction de 200 collèges de proximité sur l'ensemble du territoire ivoirien. Plusieurs régions, dont celle du Lot-du-Bois, en bénéficieront. Une mission est conduite dans le Lot-du-Bois qui compte 3 départements, 20 cantons, 203 villages et plus de 4000 campements. Parents d'élèves, élus, cadres et chefs de village sont heureux. Des collèges de proximité seront construits dans leur région. Je pense que le gouvernement mène là une politique qui vaut son pesant d'or. C'est-à-dire permettre à ces enfants de ne pas trop s'éloigner de leurs parents. C'est-à-dire que les enfants sont assurés au moins de rester dans le village jusqu'en classe de 3e. Après, ils sont un peu plus grands, ils peuvent se prendre en charge et puis poursuivre leurs études à l'université. Les communautés, notamment les cadres, ont été invités à se mobiliser autour du projet. Avec ces collèges de proximité,
Les élèves pourront résider en famille pour aller à l'école. Les filles bénéficieront d'un encadrement parental plus effectif, ce qui réduit ainsi pour ces dernières les risques de grossesse précoce. Les collèges de proximité sont construits dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Lors de la première phase, 40 établissements ont pu être construits. À Traîne, grâce à Kando, le village de Yobouéagui dispose désormais d'une école primaire. L'ouvrage a été réalisé par la société coopérative anoisée de Méagui. La remise des clés de cette école a eu lieu à la faveur de la 8e assemblée générale de cette coopérative. Traoré Mahama. Un bâtiment de 3 salles de classe, en plus d'un bureau de directeur. Voilà qui met fin aux longues distances que parcouraient les enfants du village de Yobouéagui pour aller à l'école. Les habitants de ce village doivent un tel soulagement à la société coopérative agricole anoisée de Méagui, une coopérative qui se veut soucieuse de l'amélioration des conditions de vie des nombreux adhérents qu'elle compte à Yobouéagui. Pour preuve, en plus de la construction de cette école, la société coopérative agricole anoisée de Méagui a distribué 60 millions de francs CFA de primes à la qualité à ses producteurs de cacao. De tels résultats, la coopérative le doit au bilan de la campagne cacaoyère 2016. Bilan dressé à la faveur de sa 8e assemblée générale et qui fait état de la commercialisation de 3 395 tonnes de cacao pour un bénéfice de plus de 6 millions de francs CFA. Une performance saluée et encouragée des autorités administratives et des responsables locaux de l'agriculture. Tous invitent la coopérative et ses adhérents à poursuivre sur cette lancée. Créée en octobre 2003, la société coopérative agricole anoisée de Méagui compte à ce jour 777 membres. Traoré Mahama, la société coopérative ivoirienne de négoce des produits agricoles a fait des heureux dans le département d'Agboville. Une diabétique, 5 sous-préfectures, la police et la gendarmerie d'Agboville comptent au nombre des heureux bénéficiaires. Plus de détails avec Noël Nyagno. Jour heureux pour Boka Apia, instituteur à la retraite. La société coopérative ivoirienne de négoce de produits agricoles, en abrégé SIMPA, lui a offert une charrette, la 5e depuis que ce producteur de cacao a perdu l'usage de ses jambes en 2008. J'ai eu mon diabète 2004 et en novembre 2008, j'ai été amputé à Azoupé. C'est un rêve. Aujourd'hui, j'ai reçu ce fauteuil-là. Je suis tellement content, très content même. Autre heureux bénéficiaire des actions de la coopérative, les 5 sous-préfectures du département, la gendarmerie et le commissariat de police de la ville. Ces structures ont reçu chacune un ordinateur. Une vingtaine de pompes à motricité humaine ont été réhabilitées. L'école primaire publique de Féguier et la sous-préfecture de Lobéguier n'étaient pas en reste. La sous-préfecture de Lobéguier a reçu un split, l'école primaire, des tôles pour la réfection de la toiture de l'établissement. Tous ces dons ont un sens, aider au bon fonctionnement des administrations publiques pour le bonheur de tous. Pour qu'il y ait le développement, il faut aider, il faut soutenir l'État pour que tout le monde puisse être à l'aise et pouvoir faire son travail comme il se peut. Dernière action caritative de la coopérative, la remise de vivres et de non-vivres aux coopérateurs. La Fondation Guigui apporte son soutien aux personnes vulnérables de la commune d'Atekoubé. Elle a offert des vivres et des non-vivres. Et c'était en présence de nos reporters Davis Oyo et Abou Sanogo. La Fondation Guigui aux côtés des personnes et des familles vulnérables de la commune d'Atekoubé. Des vivres et des non-vivres essentiellement constitués d'huile, de riz, de pâtes alimentaires et de vêtements leur ont été offerts pour leur apporter du baume au cœur. Ce geste de solidarité s'inscrit dans le cadre de la campagne dénommée « Faites un geste et nous ferons le reste ». L'un des objectifs fondamentaux de la Fondation Guigui, c'est de les aider à pouvoir mieux vivre, de les aider à avoir espoir,
parce qu'on ne peut jamais désespérer. Lorsque Dieu vous donne un peu, il vous invite également à partager. Donc c'est dans cet élan de partage et de solidarité que nous agissons sur nos sites. Ce geste de la Fondation Djigui vient soulager les bénéficiaires. Nous sommes heureux, on en avait besoin même. Mais si la Fondation a pensé à nous, qui nous a envoyé, vraiment, on dit merci beaucoup à la Fondation. On demande aux donateurs de penser toujours à nous. Je remercie la Fondation Djigui qui nous soutient à chaque moment quand nous sommes dans les difficultés, les moments difficiles, qui nous soutient avec nos familles. Chaque année, il nous fait des dons. 100 familles de la commune d'Atekoubé ont reçu des lots. Créée depuis 2001, la Fondation Djigui œuvre dans le social et a pour mission première l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables et des orphelins. Abou Sanogo, 94 pages de formation à travers un livre, celui de Raphaël Kinambari Kone, intitulé Au cœur de la production radio, de la conception à la réalisation. L'œuvre a été présentée au public au cours d'une dédicace à l'Institut Polytechnique des sciences et techniques de la communication. Sita Soro. Au cœur de la production radiophonique, de la conception à la réalisation, une œuvre didactique écrite par un homme de médias, Raphaël Kinambari Kone. Cette œuvre, qui comporte 94 pages et écrite en 4 chapitres, vise à faire comprendre au public le cheminement conduisant à la naissance d'une émission radio, à l'élaboration d'un genre radiophonique et à la naissance de l'animation en radio. Un bon producteur radio, c'est celui qui sait bien préparer son émission, qui a la méthode qu'il faut pour arriver à réaliser son objectif, qui est celui de satisfaire son auditoire. Au cœur de la production radiophonique, de la conception à la réalisation, vient donc combler un vide, celui du manque d'écrits sur la production radiophonique selon les professionnels. C'était utile, c'était indispensable. La radio n'a pas de matière première. La télé, la presse papier ont de quoi fournir aux étudiants et aux chercheurs. Il faut que tous les encadreurs que nous sommes puissions laisser une certaine traçabilité dans la formation. S'il n'y a pas de traçabilité, je ne sais pas comment les générations futures feront pour transmettre. Ils viendront peut-être répéter des choses qu'ils n'ont pas vécues, alors que je pense que ce dont il s'agit, c'est d'enrichir ce qu'on a reçu pour léguer aux autres générations. Raphaël Kinambari Kone est diplômé de l'Institut national de l'audiovisuel Brissuman de France. Il a débuté sa carrière en 1974 au studio École de la RTI et intègre par la suite Radio Côte d'Ivoire en 1976 en tant que journaliste, producteur. Un mot de religion. Les fidèles de l'église d'Eima unissent leur prière pour la stabilité sociale en Côte d'Ivoire. Ils se sont retrouvés à la paroisse Kwame Pita Denichi de Yopougon pour prier pour notre pays. Serge Kolia. Grande prière pour la stabilité sociale et la croissance économique en Côte d'Ivoire. Fidèle à ses objectifs de religion prônant la paix, l'église d'Eima maintient la flamme de son ministère. Cette prière, qui a mobilisé toutes les églises et représentations d'Eima de Côte d'Ivoire, a été dirigée par le guide supérieur de la mission, par ailleurs président du Conseil national d'Eima. Pawaba Kofi Etienne Mathieu a indiqué que la mission d'Eima demeure à la pointe de la recherche de la paix en Côte d'Ivoire par le canal du ministère prophétique et messianique de sa fondatrice, la prophétesse Bagé Olonyo. En marge de cette prière, le Conseil national d'Eima a fait une déclaration sur les valeurs orthodoxes de l'église d'Eima afin de garantir l'efficacité de son action spirituelle. Les DEIMA ont réaffirmé l'autorité spirituelle de Pawaba Kofi Etienne Mathieu comme guide supérieur de la mission DEIMA. Il est chargé d'organiser avec le clergé les actions de pérennisation de l'authenticité de la doctrine DEIMA. Comme décision majeure, le Conseil national d'Eima a suspendu sa participation au pèlerinage de Gagoué à Lakota. En attendant d'autres décisions, le guide supérieur de la mission d'Eima a appelé les uns et les autres à l'unité.
Autre titre de cette édition, au Kenya, 8 personnes, 4 enfants et 4 policiers ont été tués. Plusieurs personnes ont été blessées. C'était hier mardi par l'explosion d'un engin piégé au passage de leur véhicule dans l'est du pays, à la frontière avec la Somalie. Et nous allons terminer avec cette information. Les présidents français et américains Emmanuel Macron et Donald Trump ont souligné hier mardi, lors d'une conversation téléphonique, la nécessité de travailler à une réponse commune en cas d'attaque chimique en Syrie. Lors de cet entretien également, Emmanuel Macron a convié Donald Trump et son épouse Mélanie à assister au défilé de la fête nationale le 14 juillet en France. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI1.